Voici un nouveau livre d'Olga Medvedkova qui s'intitule Réveillon chez les Bulgakov. Ce livre retrace le réveillon de 1938-1939 dans la famille du grand écrivain soviétique. Et c'est un moment vraiment décisif dans la carrière complexe de cet homme. Et le livre commence comme ça. Cette année, à Moscou, apparaissent les bananes. On ne les a pas vues depuis 1913, dernière année d'avant la guerre. Personne ne sait pourquoi, ni d'où elles proviennent. Dans toute la grande et puissante union des républiques soviétiques socialistes, il n'y a pas de zone climatique capable de produire cette merveille de la nature. Le bruit court que cela arrive par la volonté du grand patron lui-même, annoncé depuis son cabinet boisé de chêne au beau milieu du Kremlin. Certains affirment que le patron aime les bananes. Est-ce vrai ou faux? Il semble aux moscovites que dans le mur impénétrable, haut et gris, doublé de barbelés, qui entourent leur ville, qui entourent leur pays en protégeant la dictature du prolétariat victorieux de la contamination capitaliste, une porte secrète s'est brusquement ouverte et que quelque chose d'autre, de franchement étranger, et certes de peut-être contaminé mais doux, sans noyau, avec à la place de toutes petites graines noires, que quelque chose d'intermédiaire entre la fraise, la pomme de terre et le rajdokoum pénètre dans leur vie comme dans un rêve. Comme s'ils étaient déjà morts et peut-être même déjà ressuscités. Et comme s'ils habitaient déjà dans un autre pays où vivent les travailleurs après toutes leurs souffrances historiquement inévitables lors du processus de la construction du monde nouveau, après tout ce sang et toute cette merde, ces deux guerres, l'une contre les Boches et l'autre contre les Blancs, c'est-à-dire contre les leurs, mais pas tout à fait les leurs dont le sang est bleu, d'où leur blancheur. Après ces guerres donc qui n'en finissent pas, et comme si dans ce pays d'après la mort et d'après la résurrection, les travailleurs pouvaient cesser d'être forts en fer et en béton et redevenaient des enfants, faibles et souples, pour manger cette nourriture des anges qu'on n'a pas besoin de mâcher. Les moscovites courent s'acheter des bananes qui ont pris en russe le masculin, plus adapté comme chacun peut le constater à leur morphologie. Как вкусно, qu'ils sont bons ces bananes. Ils les achètent non pas au kilo, mais à la pièce pour les déguster tout de suite dans la rue ou pour les offrir en cadeau. On les apporte en allant chez les gens comme autrefois on apportait un bouquet de fleurs. On se les offre pour les fêtes, pour le réveillon par exemple. On ne fête plus Noël. Personne n'est né à Noël. Jésus de Nazareth est un mythe, au même titre qu'Osiris, au pays des soviets, tout le monde le sait. Mais depuis peu, on réveillonne. C'est une fête importante, interdite, oubliée, puis soudainement rétablie. On ne sait pas pourquoi. En 1935, sur ordre de on sait bien qui, le réveillon et le sapin, jusqu'alors taxés d'invention des popes, furent non seulement autorisés, mais brusquement imposés au peuple. Et ceux qui s'étaient montrés ennemis du sapin furent qualifiés de gauchistes, parce que cette fête, c'est pour les enfants, pour nos enfants soviétiques. Il suffit qu'un insignifiant article de quelques paragraphes paraisse dans le journal officiel du parti, la Pravda, ce qui veut dire vérité. Un article de rien du tout, intitulé « Organisons pour nos enfants un beau réveillon avec un beau sapin », signé Postitchev. Juste ce nom, sans grade ni titre. Qui est ce Postitchev? On n'en sait rien. Mais il écrit bien, dans ce beau style inspiré, propre aux auteurs de la Pravda Vérité. Avant la Révolution, la bourgeoisie et les fonctionnaires ont toujours fêté le Nouvel An autour d'un sapin avec leurs enfants. Les enfants des ouvriers guettaient jalousement à travers les fenêtres le sapin étincelant de feux multicolores et les enfants de riches qui s'amusaient autour. Pourquoi alors prive-t-on chez nous les enfants des travailleurs du pays des soviets de ce plaisir merveilleux? Sans doute, certains forcenés de gauchistes vont pester contre cet amusement enfantin, cette invention bourgeoise. Sincèrement, c'était bien trouvé, bien tourné et tournoyé. Avant, les enfants des riches étaient dedans,
Ceux des pauvres dehors, maintenant, c'était tout le contraire. Les pauvres ont pris la place des riches, et inversement. La mise en scène rappelait vaguement la petite marchande d'allumettes d'Andersen, conte que tous les Russes connaissent par cœur. Oui, c'était bien vu. L'article parut le 28 décembre 1935 au matin. Le soir même, le coton, les noix, la colle et la gouache disparurent des magasins soviétiques. Les travailleurs se mirent à confectionner à la hâte les décorations pour leurs sapins, pour leurs enfants. Ils n'attendaient que cet article, qu'on leur dise « allez-y ». Dès lors, le fait de ne pas avoir de sapin chez soi pouvait être vu comme de la mauvaise foi. Mais savaient-ils encore faire, ces braves gens? Que pouvaient-ils inventer, mis à part ce qu'ils avaient vu naguère, certains chez eux et d'autres chez les autres, à travers les vitres, sur les sapins décorés par les représentants de la bourgeoisie, des angelots sonnant de la trompette et des flocons de neige, ce pourquoi il leur fallait du coton, des noix argentées et dorées, des pains d'épices. Les ennemis déguisés du régime soviétique pouvaient se dire « Et si on ressortait nos vieilles décorations d'avant, que nous avons cachées en attendant des jours meilleurs ?» Là s'abritait le danger. Le grand patron, qui ne dort jamais et qui pense à tout, ouvrit alors une usine exprès pour fabriquer des décorations pour les sapins. Maintenant, quand une année soviétique se termine et qu'une autre encore plus soviétique approche, on s'installe autour d'un sapin orné de guirlandes, de boules multicolores, en verre soufflé bleu, argent et rouge or, avec des portraits du grand patron souriant de son sourire paternel, car c'est surtout pour les enfants, avec ses yeux cernés de rides paternelles. Mais plus tard, le portrait a disparu car quelqu'un tout de même a dû penser que ce que cela pouvait dire, ce portrait pendu sur un arbre. Des ballerines en papier mâché, celles-ci pouvaient être pendues sans danger, d'oiseaux en plumes, de pommes de pin givrées, de petits bonhommes de neige, tout cela va sans dire sans danger, de braves commissaires rouges, la plupart déjà pendus ou fusillés, de perroquets, de chouettes et de poussins, de jeunes sportifs en short et de jeunes skieurs en bonnet, car le peuple aime le sport. De représentants des peuples divers et variés de la grande, de plus en plus grande Union soviétique en leurs costumes nationaux, et on se demande comment sera-t-elle l'année prochaine? Pire ou meilleure? Normalement meilleure, répondent les journaux, les banderoles, la radio. Meilleure car la vie est devenue plus gaie, surtout pour les enfants. Récemment, dans une réunion, une petite fille avait offert un bouquet de fleurs au grand patron. Ce dernier l'a pris dans ses bras. La photo parut dans la Pravda Vérité. Un artiste en fit une statuette qui maintenant est visible dans les écoles, partout. Il est écrit sur son socle « Merci au camarade Staline », avec l'accent tonique sur la première syllabe, Staline, pour notre enfance heureuse. Or, le prénom du camarade Staline est Joseph. Un Joseph porte un enfant, le serre dans ses bras sur son sein. Très bien trouvé une fois de plus. Certes, il berce une petite fille, mais elle a les cheveux si courts que l'on dirait un garçon.